Bonjour, nous sommes le jeudi 5 décembre 2013 et vous avez vu que dans l'actualité qu'un certain nombre de banques européennes sont sur la sellette, doivent payer des amendes très importantes en termes de centaines de millions d'euros pour des collusions, visant à manipuler un certain nombre de taux d'intérêt. Alors on sait que des enquêtes sont encore en cours sur des cours de change qui auraient également été manipulés. Et ce que ça soulève, bon, il y a des noms importants dans cette liste: Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, la Société Générale française, parmi ces banques qui doivent payer des amendes importantes. Il y en a encore d'autres qui sont envisagés, qui n'ont pas accepté le principe de payer des amendes. Il y en a qui se sont mis du côté des flics, comme UBS, Union de Banque Suisse, et Barclays, qui ont accepté de vendre la mèche pour compromettre les autres. Et il s'agit donc de faits où il y a eu entente, il y a eu cartel entre les différentes banques pour manipuler les prix dans une direction particulière. Alors, le système qui existait, vous le souvenez, c'est qu'on demandait indépendamment en général 16 banques de donner un chiffre, et on allait calculer ce chiffre, le chiffre moyen, à partir des réponses qui avaient été données. C'est pas tout à fait un chiffre moyen, parce qu'on allait éliminer les 4 valeurs les plus faibles, et également les 4 valeurs les plus hautes, et puis on ferait la moyenne des 8 qui se trouveraient au milieu. Et alors, bon, quand j'en avais parlé à l'époque, c'est-à-dire en 2008, j'avais dit que ce qui apparaissait vrai, c'est qu'il paraissait extrêmement difficile à une banque en particulier de manipuler les chiffres, sauf s'il y avait entente entre un grand nombre de banques. Et en fait, il y avait entente entre un grand nombre de banques, c'est ça qui est apparu. Et on se mettait d'accord pour manipuler, pousser les chiffres dans une certaine direction. Et ce ne sont pas des chiffres indifférents. Par exemple, justement, les mortgages, les prêts immobiliers américains dans l'immobilier résidentiel étaient indexés sur ces chiffres. Alors en général, on le poussait à la baisse, donc c'était avantageux pour le consommateur. Et donc le consommateur, lui, n'a pas tellement de raison de se plaindre de ce qui était en train d'être fait. Pourquoi généralement à la baisse? Parce que à la baisse, ça améliorait l'image des banques, c'est-à-dire ça donnait une impression que les autres leur faisaient davantage confiance que ce n'était le cas. Mais de manière ponctuelle, il pouvait être intéressant de pousser de quelques points de base à la hausse dans certains cas également. Et donc, ce que ça soulève, c'est la fameuse question de la pomme pourrie dans le panier. Quand on découvre une compagnie qui a fauté gravement, par exemple HSBC, une banque britannique qui avait été impliquée il y a quelques années pour blanchiment d'argent sale à très grande échelle, est-ce qu'elle est la seule à le faire ou est-ce que l'ensemble le font? Et alors, cette théorie, bien sûr, de la pomme pourrie isolée, et quand on l'enlève, si on l'enlevait, le panier, lui serait en très bonne santé. Quand il y a cartel, bien entendu, cette représentation disparaît. C'est le panier entier qui est pourri, puisqu'ils sont tous mis d'accord pour tricher de cette manière-là. Et donc ces jours-ci, il y a une accumulation, petit à petit, une accumulation qui donne l'impression que c'est l'ensemble des banques qui sont impliquées là-dedans. Alors, quand vous regardez les déclarations individuelles des banques, elles disent toutes la même chose. Oui, tout ça, c'était le fait de quelqu'un qui se trouve au 14e rang de la hiérarchie. Excusez-moi. Quelqu'un au 14e rang de la hiérarchie, dont la compagnie d'ailleurs s'est passée de ses services déjà depuis, je dis un chiffre au hasard, depuis 2009, depuis 2010. Et tout cela est loin derrière nous. Enfin, nous acceptons de payer ces amendes puisque, voilà, c'est une façon de clore l'affaire, de clore l'affaire. Et alors, la question que vous vous posez, vous et moi, c'est comment est-il possible que des décisions si importantes aient été prises seulement au 14e rang de la hiérarchie? Comment se fait-il que les gens un peu plus haut ne le savent pas? C'est la question qui se pose également vous vous souvenez, pour Jérôme Kerviel. Comment se fait-il que, au-dessus des gens qui font des erreurs, entre guillemets,
aussi importante que des gens comme cela, comment se fait-il qu'il y ait une ligne ininterrompue qui va entre ces gens-là et le sommet, de gens complètement incompétents qui ne voient absolument pas ce qui se passe? C'est là la question qui est posée là, c'est celle qui s'est posée quand on avait interrogé en février 2002, on avait interrogé M. Skilling, Jeffrey Skilling, qui avait été à une époque le CEO, le président directeur général de la compagnie Enron, qui s'était effondrée en décembre 2001. Et à chaque question qu'on lui posait, il disait comment voulez-vous que j'en sache quoi que ce soit? Moi, je ne suis pas comptable. Alors on disait oui, mais ceci, cela, je ne suis pas comptable, moi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il se défaussait sur Arthur Andersen, qui était la compagnie d'audit de Enron, en disant moi, c'est pas mon affaire, je suis PDG. Comment voulez-vous que je connaisse ces histoires de comptabilité? Et là, ce qui s'était passé, c'était très rapidement, je crois que si je bon souvenir, c'était en juillet de la même année, 2002, celle où il témoignait, on a voté le Sarbanes-Oxley Act, un acte, une série de lois sur la gouvernance, comme on dit maintenant, sur la manière de gérer les entreprises, qui a empêché, une fois pour toutes, aux États-Unis en tout cas, le type de défense de M. Skilling de dire comment voulez-vous que je sache ça puisque c'est de la comptabilité. Non, à partir de ce moment-là, le président directeur général d'une entreprise devait signer les bilans trimestriels, les chiffres financiers produits par les entreprises. Leur responsabilité, à partir de ce moment-là, a été engagée. Et ce qu'il faudrait faire, évidemment, avec ces banques dont on s'aperçoit qu'elles étaient toutes en cartel, en réalité, pour manipuler les taux et les taux d'intérêt et les taux de change, c'est qu'il y ait la même chose, c'est qu'il y ait une responsabilité, c'est qu'il n'y ait plus la possibilité, comme on le fait maintenant systématiquement, avec plus ou moins, comment dire, ça ne convainc pas vraiment l'opinion, mais de renvoyer à des lampistes quelconques la responsabilité d'avoir fait les choses qui n'auraient pas dû être faites. Il faut qu'il y ait là aussi maintenant une ligne continue qui fait qu'un dirigeant d'entreprise ne puisse pas se permettre, quand son entreprise est prise comme cela, dans la main dans le sac, à détruire la confiance que le public peut avoir, non seulement dans sa banque, mais puisqu'il s'agit d'un cartel, dans le système tout entier, de dire simplement, qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours des gens malhonnêtes, et dans ma compagnie, malheureusement, on n'échappe pas à la règle, il y en a, mais ils sont, comme vous le voyez, ils sont seulement au 14e rang de la hiérarchie, tout ça ne nous concerne pas. Alors, question générale, question aussi posée par Dexia, est-il possible que M. Pierre Richard, à la tête de Dexia, ne sache pas quelle est la nature réelle des crédits structurés qu'on vendait aux collectivités locales? Alors je reçois quelqu'un m'envoie un mail en disant oui, mais au niveau des collectivités locales, ils avaient aussi envie de se faire mousser. Mais oui, bien entendu, mais ça n'exclut pas le fait que quelqu'un, le fait que quelqu'un puisse se vanter auprès de quelqu'un d'autre qu'il a un compte à la compagnie Madoff n'exonère en aucune manière M. Madoff. Hein, le fait que quelqu'un dit bon, regardez, moi, il y avait une file énorme et il y avait des gens vraiment très sélects à qui on permettait de donner de l'argent à la compagnie Madoff, ça n'exonère pas l'escroquerie qui était faite par M. Madoff. Oui, takes two to tango. Oui, il faut pour danser le tango, il faut être deux. Mais il y en a un. C'est une question de rapport de force. Le rapport de force n'est pas le même. Bien sûr, dans un dîner, un dirigeant de collectivité locale a pu dire oui, maintenant nous avons un prêt extraordinaire et en fait c'est associé à une opération qui est indexée sur le franc suisse. Bon, alors il y a peut-être des gens qui disent oh là, le franc suisse, oui, ça c'est très très intéressant que l'usine à gaz de la Ferté, je ne sais plus quel était le nom qu'utilisait Francis Blanche dans ses sketchs.
Mais donc le patron de l'usine à gaz d'un certain endroit se dise que c'est formidable qu'il y ait une opération qui est liée à la valeur du franc suisse, tant mieux pour lui, mais ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas de raison que l'usine à gaz de Pétaouchnok soit dépende de la valeur du franc suisse pour sa bonne santé financière. Bon, alors donc ça n'exonère pas la responsabilité de ces gens. Et c'est la question. Et ça m'est venu dans la discussion qu'il y a eu à Liège, c'était samedi dernier, je posais la question de pourquoi. J'avais parlé d'une chose, la première, c'était que dans mon expérience de 12 ans quand même dans des banques américaines, qu'il y avait un plafond de verre entre les gens qui sont les bons techniciens, les ingénieurs financiers, les gens qui font le boulot, etc., ceux qui font marcher la machine, et puis les gens qui sont au-dessus, qui sont au sommet. Et qu'il y a un plafond de verre, et qu'en fait, dans l'examen d'entrée, c'est une certaine tolérance à la fraude. Si vous êtes assez tolérant à la fraude, si vous acceptez les clins d'œil en disant oui, on va écrire ça comme ça, mais en fait, bon, c'est autre chose. À ce moment-là, on vous fait passer, on vous permet de passer au niveau supérieur. Et un peu plus tard dans la discussion était venue sur l'organisation des entreprises, sur cette organisation militariste avec des lignes de commandement, le fait qu'on peut vous virer pour insubordination, etc., comme si on était dans une armée en guerre. Et j'expliquais que dans une des banques américaines où j'avais travaillé, IndyMac, il n'y avait pas de structure de ce type-là, il n'y avait pas de structure hiérarchique, que les gens étaient assignés à différents types de boulot en fonction de leur capacité à le faire, et puis c'était tout. Et qu'on m'avait même parfois, moi, mis une fois dans une opération de commando, de SWAT team, pour essayer de résoudre un problème de hardware sur les machines, parce qu'on se disait après tout, que, bien que j'y connais absolument rien, que les intuitions que je pourrais avoir dans les discussions pourraient être utiles pour le reste du groupe, mais le fait est que ce n'était pas un mauvais calcul puisque ça l'a été. Mais je posais la question, pourquoi est-ce que, comme une organisation comme ça, tellement plus efficace que les autres, pourquoi ne le fait-on pas? Et la réponse m'était venue au moment même, au moment où je le disais, oui, mais il n'est pas possible à ce moment-là de me faire un plafond de verre entre une direction malhonnête et le reste de l'entreprise. Il faut qu'il y ait la structure militarisée pour qu'on puisse avoir cette distinction entre ceux qui sont malhonnêtes au sommet et ceux qui essaient de faire leur boulot correctement, parce que c'est mon expérience dans les banques, même dans les banques américaines qui étaient impliquées dans le subprime, c'est qu'au niveau des techniciens financiers, des techniciens du hardware aussi, de la quincaillerie, il fallait que ces choses fonctionnent. Il fallait précisément pas que nous prêtions de l'argent à des gens dont il était déterminé à l'avance qu'ils ne pourraient pas le rembourser. Hein, parce que rien n'aurait pu marcher avec des banques, avec des dizaines de milliers d'employés si on s'était simplement contenté de prêter de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. C'était, comment dire, il y avait une certaine gestion du risque. Même si tous nos outils de gestion du risque étaient des outils comme ils le sont toujours, c'est-à-dire avec une très courte vue. Ils ne peuvent, la Constitution même, la manière même dont ils sont faits, fait qu'on peut voir le danger, qu'une fois que le danger est déjà là, on ne peut pas le voir apparaître à l'horizon. L'exemple le plus flagrant, c'était donc justement à Countrywide, où on avait un outil de calcul de l'appréciation du prix des maisons, et où en fait, je m'étais aperçu que la manière dont l'équation était écrite, elle ne permettait pas un renversement de la courbe. Elle ne pouvait pas prévoir que le prix allait baisser. Ce n'était pas prévu. L'équation pouvait intégrer comme une nouvelle donnée le fait qu'un prix avait baissé, c'est-à-dire qu'il y avait une dépréciation de l'immobilier. Mais d'elle-même, l'équation ne pouvait pas indiquer un renversement de tendance, la manière dont elle était conçue. Et je suis sûr que c'était pas simplement que nous avions une mauvaise équation. On avait dans l'équipe qui avait mis ça au point, c'était des gens tout à fait honorables, c'était des gens qui ne faisaient pas d'erreur de calcul, c'était des gens avec qui j'ai plaisir à discuter de problèmes techniques. Mais voilà, là, et sûrement dans la quasi-totalité des autres entreprises qui faisaient la même chose, il y avait cette capacité à prévoir un renversement de tendance, n'existait pas dans l'équation. Pourquoi? Parce qu'on n'avait sans doute jamais testé pour cela. On n'avait jamais regardé si la possibilité pouvait se manifester. Or, quand moi j'ai posé la question, c'est parce qu'on voyait que dans 4 ou 5 mois, ça allait se renverser. Et ça ne pouvait pas apparaître.
les chiffres baissants ne pouvaient pas faire apparaître un changement de tendance. C'était une question de signe quelque part, d'une valeur absolue quelque part, au lieu d'une valeur avec un signe au sein de l'équation. Je ne sais plus exactement, je dois avoir ça encore quelque part sur une disquette inutilisable. Mais voilà, ça marchait comme ça. Alors, si on veut, on parle beaucoup de gouvernance, et on va changer les règles, etc., etc. Il faut faire sauter ce plafond de verre entre les gens, je dirais, intolérants à la fraude ou à un certain niveau, et ceux qui sont tolérants à la fraude et qui se trouvent au-dessus. Parce qu'il faut bien dire à ces gens-là, s'il apparaît au 14e rang des entreprises, des gens qui font des choses à qui on doit ensuite les reprocher, et ça représente des amendes en termes de centaines de millions de dollars. Si ça c'est possible, c'est parce qu'il y a une culture qui diffuse venant du sommet et qui fait que ces choses-là sont possibles. Parce que dans mon expérience, ce genre d'attitude, elle n'émerge pas spontanément des gens qui font correctement leur boulot dans la finance, et ils sont nombreux, et je sais qu'ils sont nombreux à me regarder, parce que ce sont eux qui regardent, alors que leur patron ne regarde pas mes vidéos, mais eux ils les regardent, et ils sont très nombreux, ils savent ce que je veux dire, et ce n'est pas une exonération, c'est pas de dire qu'il y a parmi eux des gens qui ne trichent pas sur un certain nombre de choses, mais dans leur ensemble, non. La machine ne pourrait pas fonctionner, la machine financière ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas, comme dans le reste de la société, s'il n'y avait pas quand même 95% de gens qui font correctement leur boulot. Voilà, allez, ça c'est le message de cette semaine, à la semaine prochaine.